Bonjour. Après vous avoir présenté comment on développe de nouveaux biomarqueurs, les stratégies et les enjeux, je vais vous présenter l'industrie qui s'intéresse à ces développements. Donc, je vais vous parler donc, de l'industrie du DIV, du dispositif médical diagnostic in vitro, DMDIV, mais je l'appelle plutôt DIV. Le poids de cette industrie en France, dans le monde et dans d'autres régions du monde que la France et l'Europe. Qui sont les acteurs du DIV et les stratégies de développement d'un DIV pour un industriel. Alors, qu'est-ce que c'est que le dispositif médical diagnostic in vitro, le DMDIV ou DIV? Ça rassemble des groupes de produits, de réactifs par exemple, de matériel, d'équipements, de logiciels, et ce n'est pas exhaustif, pour l'analyse ou l'examen d'échantillons issus de tissus ou d'organes ou de liquides biologiques d'origine humaine. Et l'information que l'on ressort de ces échantillons, c'est une information sur l'état physiologique ou pathologique de la personne afin de développer, de poser un diagnostic ou de prendre une décision thérapeutique ou de faire un pronostic. Alors la particularité du dispositif médical diagnostic in vitro, c'est qu'il n'est jamais en contact avec l'homme. Le dispositif médical, un dispositif médical, par contre, lui, peut être en contact avec l'homme. Un dispositif médical, ça va être des pansements, des seringues, des lentilles qu'on met dans les yeux. Par contre, un diagnostic in vitro, donc c'est une sous-partie du dispositif médical, lui n'est jamais en contact avec l'être humain. Et ces dispositifs médicaux diagnostiques in vitro sont donc les DIV, sont utilisés par trois grandes classes de personnes. D'abord, les médecins biologistes, les pharmaciens biologistes, les biologistes médicaux qui travaillent dans les laboratoires d'analyse médicale, par les médecins anatomopathologistes. Et puis maintenant, il y a une recrudescence d'autotests. Et donc ces DIV, ces diagnostics in vitro, sont aussi utilisés par les patients. Alors, des DIV, on en retrouve dans plein de configurations différentes. Et ils sont utilisés tout au long de la vie. Alors, vous allez avoir des tests de dépistage, par exemple, in utero, donc quand la personne n'est pas encore née. Et puis, vous allez avoir aussi, au moment de la naissance, des dépistages qui sont conduits et qui utilisent des DIV. Par exemple, des dépistages pour la mucoviscidose. Et puis, vous allez avoir, quand l'enfant grandit, des dépistages de maladies chroniques, comme le diabète, comme les infections ou les allergies. Et puis, vous allez avoir des DIV utilisés quand l'enfant continue à grandir pour repérer des pathologies chroniques. Dans le cadre de la grossesse, il y a des DIV qui sont spécifiques pour la mère, notamment la recherche de glycémie, de diabète de la femme enceinte. Et puis, vous allez avoir des DIV qui sont utilisés pour faire du dépistage tout au long de la vie, comme des dépistages du cancer des cancers colorectaux, des diagnostics chez les personnes âgées, chez les personnes très âgées. Et puis, il y a des DIV qui sont utilisés aussi sur les défunts. Donc, le DIV le diagnostic in vitro est une solution qui est utilisée de la conception jusqu'à la mort tout au long de la vie d'une personne. Et là, j'ai repris une figure qui reprend des exemples. Ce n'est pas exhaustif de diagnostic in vitro. Donc, vous voyez, vous avez des équipements comme des centrifugeuses, des automates, des microscopes, des incubateurs. Et puis, vous avez aussi des réactifs. Alors là, il n'y a pas de réactifs à proprement dit, mais il y a des puces, il y a des kits de diagnostic rapide, il y a un petit appareil pour faire des tests de glycémie. Donc, des équipements,
des logiciels et des réactifs. Regroupe tous les différents types de DIV que vous pouvez rencontrer. Alors en France, le DIV a plutôt un poids économique relativement modeste, hein, c'est 1,8 milliard d'euros. Donc ça, c'est des chiffres qui datent de 2018. Ça représente à peu près 80 entreprises, donc 90% sont des petites et moyennes entreprises, avec en France des endroits où il y a de la production. Hein, certaines de ces entreprises qui font du DIV font de la production en France, mais surtout de la recherche et du développement. En France, l'utilisation du DIV est en augmentation, hein, de 3 à 5% chaque année, parce que nous avons une population en France vieillissante. Par contre, ça, ce sont les prescriptions. Par contre, le chiffre d'affaires du DIV est plutôt en diminution en France. Voilà, donc si vous regardez par rapport à la répartition de l'industrie de la santé, hein, le diagnostic in vitro, c'est seulement 4% du chiffre d'affaires. La grande majorité du chiffre d'affaires, c'est bien sûr le médicament, et puis les dispositifs médicaux, hein, ce que je vous disais, les pansements, les seringues, etc. Voilà, donc des exemples de grandes entreprises qui sont implantées en France, qui sont pour la majorité pas françaises, mais qui sont implantées en France. Hein, bon, alors Biomérieux, bien sûr, c'est un industriel français, mais bon, voilà, vous avez des exemples de petites entreprises du DIV et puis de plus grosses entreprises du DIV, telles que Roche ou Qiagen ou BD. Donc vous en connaissez, j'en suis certaine. Voilà. Alors en Europe, le DIV, le pays qui en fait, est en fait la plus grande utilisation et où il y a le plus gros chiffre d'affaires, hein, parce qu'il y a aussi des acteurs majeurs dans ce pays, c'est l'Allemagne, avec 22% du chiffre d'affaires se fait en Allemagne. Et vous voyez que l'autre endroit où il y a un chiffre, où le chiffre d'affaires est important, c'est en France, hein, qui est le deuxième pays avec le chiffre d'affaires le plus élevé. Voilà. Mais en Europe, le chiffre d'affaires est de 10 milliards. Alors, en Afrique et dans le Moyen-Orient, le chiffre d'affaires du DIV est en augmentation. Hein, et vous voyez, entre 2018 et 2024, ici on est à 2000 millions de chiffre d'affaires et on attend un chiffre d'affaires de 3000 millions en 2024. Donc un chiffre d'affaires qui augmente de 4,71%. Cette augmentation, elle est principalement due au fait que les pays du Moyen-Orient et de l'Afrique sont des pays où il y a, notamment en Afrique, une grande incidence des maladies infectieuses, mais aussi une augmentation des maladies chroniques telles que les cancers, le diabète et les maladies cardiaques. Donc c'est un marché qui est en augmentation actuellement en Afrique et au Moyen-Orient. Avec, je vous ai mis les 5 acteurs principaux dans ces deux régions du monde. L'acteur le plus important, c'est Abbott Laboratories, mais vous avez aussi Danaher Corporation, Smex Corp, Hoffmann La Roche et Becton Dickinson. Donc des acteurs un petit peu différents que la France, on retrouve Roche et BD quand même. Alors dans le monde, le DIV, ça représente 40,8 milliards d'euros, avec un tiers de ce chiffre d'affaires en Amérique du Nord et un tiers en Europe, et une croissance annuelle de 18,5%. Donc cette croissance annuelle, c'est une croissance annuelle entre 2013 et 2018. Mes chiffres ne sont pas complètement à jour, mais c'est les chiffres les plus récents que j'ai pu trouver. Voilà, avec des aires thérapeutiques qui concentrent plus d'intérêt selon les pays, selon les stratégies des industriels. Donc avec des aires thérapeutiques, l'aire thérapeutique la plus importante qui est en oncologie, avec 57% des DIV développés qui se font en oncologie, et ensuite en cardiologie. Voilà. Et puis les deux suivants, c'est neurologie, et puis il y a 8% d'autres.
Alors, les acteurs du DIV, bien sûr, c'est les entreprises, mais pas que. C'est tout un environnement dynamique et qui interagit. Donc d'abord, je vous remontrerai cette figure, mais vous avez d'abord une recherche très importante autour de la découverte de nouveaux biomarqueurs. Et donc, et ça c'est plutôt le monde académique et les cliniciens accompagnés par les biobanques qui font ces découvertes de nouveaux biomarqueurs. Mais ensuite, je vous rappelle, il y a assez peu de ces biomarqueurs qui vont être développés pour la routine, pour la routine en clinique. Et les acteurs de ce développement sont les industriels. Et donc, il y a, dans ce périmètre qui s'appelle le périmètre des industriels, il y a différents types d'acteurs. Il y a d'abord les acteurs industriels, donc les laboratoires pharmaceutiques, les entreprises du diagnostic in vitro, les entreprises des biotechnologies. Mais il y a aussi les autorités et organismes notifiés qui vont être les autorités qui vont valider l'utilisation réglementaire du nouveau DIV. Alors là, vous avez des exemples d'agences réglementaires, et ce sont les agences françaises. Et puis, vous avez ensuite les gens qui vont financer. Alors en France, on a la sécurité sociale, et l'intérêt de l'industriel, c'est que le nouveau DIV qu'il développe soit remboursé par la sécurité sociale. Donc il va devoir mettre en place des dossiers, répondre à des demandes des organismes financeurs pour pouvoir démontrer que son dispositif médical améliore la santé des patients et donc que son dispositif médical, son DIV, doit être remboursé par la sécurité sociale. Et donc là, ici, vous avez les acteurs financiers, français. Et puis ensuite, vous avez les utilisateurs, bien sûr, avec les cliniciens, les laboratoires de biologie, les laboratoires d'anatomopathologie et les patients. Alors voilà, je vous le remonte, cette figure avec ce monde académique qui recherche, trouve, développe des technologies et des nouveaux biomarqueurs. Donc beaucoup de nouveaux biomarqueurs dans la littérature, comme je vous l'ai montré dans mes présentations précédentes. Et puis ensuite, le développement de ce biomarqueur qui doit passer par différents types de validation analytique et clinique, mais qui finalement n'aboutit qu'à très peu de biomarqueurs, de DIV, qui vont rentrer sur le marché. Et donc, quelle est la stratégie que l'industriel va devoir mettre en place pour choisir des biomarqueurs qui lui semblent d'intérêt et les développer vers une mise sur le marché? Comment est-ce qu'il choisit ces biomarqueurs quelle est sa stratégie pour sélectionner les biomarqueurs qu'il va développer, donc il va passer du temps et de l'argent à développer. Donc, dans le choix des biomarqueurs, il y a 5 grandes questions que l'entrepreneur va se poser, que l'entreprise va se poser. Et ça, il va le faire en accord avec le clinicien, parce que l'industriel ne va pas développer un nouveau biomarqueur si le clinicien n'en voit pas l'intérêt. Mais d'abord, la première chose, c'est que la ressource biologique qui devra être utilisée pour la mesure du biomarqueur doit être facile d'accès. Donc, c'est idéalement un biomarqueur circulant, du sang par exemple. Mais en tout cas, il faut que éthiquement, ce soit acceptable de prélever l'échantillon. Ensuite, il faut une technologie qui va permettre d'analyser le biomarqueur, qui soit accessible, qui soit simple et qui soit rapide à mettre en place dans la clinique. C'est-à-dire que chaque année, vous n'allez pas sortir un nouveau DIV qui va qui va demander aux cliniciens, à l'hôpital, d'acheter un nouvel automate qui coûte des millions. Vous vendez un automate et ensuite vous allez développer plein de biomarqueurs différents qui vont pouvoir utiliser cet automate. Donc vous devez développer des DIV qui utilisent déjà ce qu'il existe dans la clinique. Vous développez des nouveaux biomarqueurs, des nouveaux équipements, des nouveaux automates qui requièrent des investissements importants que si c'est vraiment nécessaire et s'il va y avoir vraiment vous allez pouvoir démontrer aux cliniciens qu'il y a vraiment une plus-value très importante dans un investissement fort pour ces nouveaux équipements et ce nouveau DIV.
Donc l'idée, c'est plutôt d'avoir une technologie peu coûteuse qui sera facile à mettre en place dans les hôpitaux. Ensuite, vous souhaitez que votre DIV, il faut pouvoir vérifier que votre DIV va pouvoir être inscrit dans la nomenclature, donc en France, qu'il va pouvoir être remboursé par la sécurité sociale. Et puis ensuite, eh bien, il va falloir que cette nouvelle solution soit acceptée par le clinicien, c'est-à-dire que le clinicien va se dire que ça va améliorer la santé de ses patients, ça ne va pas mettre en danger la santé de ses patients. Donc voilà. Et idéalement, quand vous diagnostiquez une maladie, il faut un traitement. Il y a une question éthique importante. Si je fais du diagnostic, il faut que j'ai une solution à proposer au patient. Si je diagnostique et je n'ai pas de solution, que je laisse le patient seul face à son diagnostic, ce n'est souvent pas, enfin ce n'est pas, dans beaucoup d'endroits, ce n'est pas acceptable. Voilà, donc les critères, hein, c'est l'utilité, le besoin de la clinique qui est évident. C'est l'acceptabilité du produit par les cliniciens et les patients. Hein, donc est-ce que ça va entraîner des changements très importants pour le clinicien? Est-ce que le test est suffisamment sensible et spécifique? Quel type de test vous allez faire? Quel type de prélèvement vous allez faire? Voilà. Est-ce qu'il y a une rupture technologique, un changement d'automate par exemple? Il faut vraiment pouvoir justifier cet investissement pour le clinicien et l'hôpital. Ensuite, est-ce que vous allez avoir le marché économique? Donc, est-ce qu'il y a assez de patients qui ont cette maladie? Est-ce que les gens vont pouvoir payer ce nouveau DIV? Donc, quelle population est concernée? Combien de temps ça va mettre pour atteindre le marché? Est-ce que ça va pouvoir être remboursé? La faisabilité technologique et industrielle. Est-ce que le matériel est déjà disponible et validé? Est-ce qu'il y a des plateformes existantes? Est-ce que l'automate existe déjà? C'est juste le développement d'un nouveau kit? Est-ce qu'il va y avoir des investissements forts à faire? Et est-ce que vous, en tant qu'industriel, vous allez pouvoir avoir une propriété industrielle, intellectuelle, liée à ce nouveau DIV? Est-ce que vous allez pouvoir déposer, par exemple, un brevet? Voilà, donc je vous mets des données à l'heure actuelle sur le poids des axes thérapeutiques dans les stratégies industrielles. Vous voyez l'oncologie, les maladies métaboliques. Donc l'oncologie a un poids très important dans les stratégies industrielles. C'est un